Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa où vous suivez Business Matin Santé et tous les vendredis nous recevons sur notre plateau des spécialistes de santé afin de vous instruire et vous renseigner sur des thèmes de santé qui vous concernent. Alors aujourd'hui sur mon plateau je reçois deux spécialistes de santé, l'une est sage-femme et l'autre est coach en santé. Nous parlerons de l'importance des consultations prénatales et nous parlerons aussi de l'importance de l'eau pour la femme enceinte et son fœtus. À tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Vous êtes sur Business 24 Africa et sur mon plateau aujourd'hui, je reçois deux spécialistes de santé. L'une est sage-femme au service de gynécologie du CHU de Trècheville. Il s'agit de Madame Ouattara Eouman. Et là-bas, ses patientes l'appellent la sage. Bonjour Madame Ouattara. Bonjour. On va faire court, on va vous appeler la sage. Tout à fait. Ok. Avec vous, on va parler de l'importance des consultations prénatales. D'accord. Mon deuxième consultant, mon deuxième invité est le docteur Daniel Bois. Il est coach en santé, il est pharmacien et il est aussi auteur d'un livre intitulé « Comment tomber enceinte, éviter les fausses couches et césariennes naturellement ». Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes un habitué de ce plateau. Oui. Voilà. Avec vous, on parlera de la place de l'eau pour la femme enceinte et son fœtus. Vous l'aurez bien compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlerons de tout ce qui est femme enceinte, de tout ce qui est fœtus, enfant. Et je vous dis merci déjà de nous suivre tous les vendredis sur votre canal préféré. Alors, nous commençons avec la sage. Madame Ouattara Eouman, nous parlons, je le rappelle avec elle, de l'importance des consultations prénatales. La sage, je voudrais savoir quelle définition on peut donner aux consultations prénatales. D'accord. Lorsqu'on parle de consultation prénatale, dans le mot prénatal, on a pré, qui veut dire avant, et natal, qui parle de naissance. Donc, la consultation prénatale, c'est la consultation qui nous permet de faire des soins préventifs, des soins curatifs, de donner des conseils aux femmes qui sont enceintes. Et ça, c'est donné par du personnel de santé, en l'occurrence les médecins, les sages-femmes et quelquefois les infirmiers. Est-ce qu'il y a un calendrier bien élaboré que la femme enceinte doit suivre ou bien elle doit venir à son rythme? On a un calendrier bien élaboré. Elle est vraiment très bien élaborée. À quel moment la femme enceinte doit venir en consultation? Une femme enceinte viendra en consultation dès qu'elle n'aura pas vu ses règles. J'entends par là qu'on a une aménorrhée. Ça veut dire que les règles ne sont pas venues. Dès cet instant-là, elle devrait consulter pour voir s'il s'agit d'une grossesse. Voilà. Mais les tests de grossesse, ça sert à quoi si on doit venir en consultation dès qu'on a une absence de règles? Bon, en fait, deux fois, le test de grossesse est important. Mais le test de grossesse peut vous dire que vous êtes enceinte, effectivement. Mais cette grossesse peut ne pas être située dans l'utérus. On peut avoir une grossesse qui soit extra-utérine. Donc, rester à la maison peut entraîner un danger pour vous. Parce que si elle est extra-utérine, les risques sont vraiment grands qu'on mette sa vie en péril. Est-ce que c'est de là que vient l'expression qu'on entend beaucoup à Abidjan, l'enfant est caché, c'est ça? Non, en fait, pas que l'enfant est caché. Quand on parle de grossesse extra-utérine, il y a un environnement où l'enfant doit être, l'utérus. Des fois, ces dames sont enceintes, mais la formation du fœtus ne s'est pas faite, et l'implantation plutôt, ne s'est pas faite à l'endroit indiqué. Donc, le Seigneur faisant bien ces choses, il a
prévu un espace où l'enfant doit pouvoir résider pendant les 9 mois que dure la grossesse. Si cet enfant qui a été conçu ne vient pas s'implanter à cet endroit-là, on peut se retrouver avec des situations de mise en danger de la vie de la mère. Donc, dès l'instant où on a fait, comme vous dites, le test de grossesse et qu'on s'est rendu compte qu'on a une grossesse, il faut maintenant venir confirmer que cette grossesse-là est correctement implantée, qu'elle est viable et qu'elle ne va pas porter préjudice à la vie de la dame. Ok. Alors, quand on est informé de ce qu'on est enceinte, on a la confirmation. Quelles sont les différentes interventions dont est sujet la femme enceinte? D'accord. Quand on parle de différentes interventions, je crois comprendre que c'est les étapes qu'on doit suivre au cours d'une consultation prénatale. Cela dépend de la période à laquelle la dame est venue. Pour sa première consultation, elle subira un interrogatoire. D'accord? Et au cours de cet interrogatoire, on fera le bilan de ses antécédents. Antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, gynéco-obstétriques. On cherchera à voir qu'est-ce qui peut impacter sur sa grossesse. Donc, à partir de cet interrogatoire-là, le médecin pourra classer sa grossesse en disant c'est une grossesse normale, sans aucune particularité, ou c'est une grossesse qui peut poser un risque, en fonction de toutes les informations reçues. Ça, c'est l'interrogatoire. En général, on l'a fait à la première consultation. Au cours de la consultation prénatale, on a aussi l'examen clinique. Au cours de l'examen clinique, il y a différentes étapes. Dans l'examen clinique, on va déjà commencer par faire l'examen physique de cette dame-là. D'accord? Dans l'examen physique, on fait une inspection pour voir si la dame n'a pas de problème d'œdème, elle n'a pas de soucis particuliers, s'il y a une présence des conjonctifs colorés, si l'abdomen est vraiment souple. On fait une inspection de cette dame-là. Des fois, on recherche aussi si elle n'a pas un souci de boiterie. Parce que si cette dame boite, on peut poser une situation de... Quand vous parlez de boiterie, si elle est... Oui, si elle a un handicap. Si elle a un handicap, l'handicap va jouer sur le bassin. Or, le bassin est ce qui nous intéresse dans la grossesse. Il faudrait qu'elle puisse avoir un bassin qui puisse tenir la grossesse. Et si ce bassin-là est sujet à une déviation, dites-vous qu'il y aura une complication. Et là, elle doit être suivie de manière un peu plus particulière, c'est ça? Tout à fait. Donc, on parle de grossesse à risque dans ce cas-là. On peut avoir des risques qui peuvent être aussi liés, puisque je parlais de l'examen clinique. Dans l'examen clinique, on prend le poids de cette dame. On voit que c'est une dame, par exemple, qui est assez corpulente, déjà, au début de la grossesse. Il y a prise de poids qui se fera au cours de la grossesse. Est-ce que cette prise de poids ne va pas apporter des soucis? Parce qu'elle va passer en obésité. Est-ce que l'enfant va pouvoir tenir? Est-ce qu'elle ne va pas entraîner un diabète gestationnel chez son bébé parce que peut-être que son alimentation n'étant pas correcte, elle peut entraîner d'autres situations au niveau de l'enfant. Donc, ça nous permet de voir au niveau de l'alimentation de cette dame. Le poids nous renseigne dessus. Nous renseigne sur sa nutrition, sur cette situation. On voit aussi la taille. La taille de qui? La dame ou de la dame. Ok. On voit ça compte. Hein? Oui, c'est important. Ça nous permet, ça paraît anodin, mais ça nous permet à nous de savoir si cette dame peut accoucher normalement. Rien qu'à la taille, hein, docteur. Rien qu'à la taille. Une dame de très petite taille, aura des difficultés à mettre un enfant. Oui, docteur. Mais ce sont des normes à respecter. C'est lié aux expériences antérieures. Ils ont déduit des situations dans lesquelles c'est souhaitable, si c'est comme ça, de faire telle disposition. Voilà. La médecine, c'est l'observation d'abord. Vraiment, c'est vraiment l'observation. À partir de la taille d'une femme enceinte, on peut déterminer si elle va bien accoucher ou pas. Docteur, on va un peu... j'ai dit docteur, la sage, on va un peu évoluer dans notre échange. Je voudrais savoir combien de consultations a droit une femme enceinte ou doit avoir une femme enceinte normalement. D'accord. Lorsque la grossesse n'est pas pathologique, c'est-à-dire une grossesse normale, on en a 4 ou 5. Ok. Tout au plus. Lorsqu'elle est pathologique, elle peut en avoir un peu plus. On peut aller jusqu'à 7,
consultation. Donc, on va prendre le cas où on n'a pas une grossesse pathologique. D'accord. Ok. Si elle a un rythme de suivi qui est de 6 semaines, elle vous fera 4 consultations prénatales. Si elle a un suivi qui se fait en, disons, toutes les 4 semaines, on va en avoir 5 ou 6 qui se feront. Très bien. Ça dépendra du moment auquel cette dame viendra pour la première fois rencontrer le personnel de santé qui doit la prendre en charge. Ce qui est conseillé, c'est quoi? De venir dès les premiers mois de notre grossesse, de notre état de grossesse. Dès qu'on a constaté qu'on est enceinte, il faut prendre contact avec un agent de santé qui peut prendre en charge cette grossesse-là. Très bien. Docteur, est-ce qu'il existe des examens recommandés et des examens qu'il faut faire pour le bon déroulement de cette grossesse? Oui, parlant de ça, je reviens aux étapes. On était tout à l'heure en train de parler de les interventions. Oui. Au cours de la première consultation, le médecin, quand il a fait ses examens, qu'il a fini, il va donner une série d'examens à cette dame-là à faire. Pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant, il y a beaucoup plus d'examens que chez une femme qui a déjà eu et qui a eu à faire ces examens-là. Okay. Donc, on a des examens qui se font en laboratoire, qui vont permettre d'avoir le groupe sanguin, de connaître le taux d'hémoglobine de cette dame, d'avoir l'électrophorèse, de savoir si cette dame a déjà rencontré le virus de la toxoplasmose, si elle a déjà été en présence de la syphilis, si elle a déjà été en présence... Oui, tout à fait. Donc, toutes les sérologies possibles et imaginables qui pourraient affecter notre bébé. Donc, on fait cette recherche-là. Dès que la dame vient à la première consultation, on donne une demande d'examen, un bulletin d'examen pour que ces dames-là puissent faire ces examens-là. Maintenant, on peut associer à cela une demande d'échographie. Si cela se fait au premier trimestre, on peut demander une échographie pour pouvoir diagnostiquer la grossesse et puis vérifier que cette grossesse-là se trouve bien dans l'utérus. En général, ce serait inutile parce qu'en faisant le toucher combiné au palpé, le médecin peut savoir si l'enfant est effectivement dans l'utérus ou pas. Okay. Mais on se prémunit en faisant une échographie, comme on dit, diagnostic au premier trimestre. Très bien. La sage, je vais vous poser cette dernière question avant de passer au docteur Bois. Et si on a d'autres questions et que si le temps nous permet, on pourra revenir sur vous. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est important ou bien est-ce qu'il est à proscrire d'autres traitements pendant la grossesse, autres traitements, à pas celui qu'on nous donne à l'hôpital. Par exemple, nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut se permettre de se puger, rencontrer des vieilles qui nous donnent des décoctions naturelles? Est-ce qu'en plus de cela, on peut parallèlement, en plus des traitements de l'hôpital, on peut parallèlement faire des traitements naturels? D'accord. Moi, personnellement, je dirais qu'on devrait le prescrire, personnellement. Mais nous sommes dans une culture qui veut que la médecine traditionnelle existe. Mais pourquoi je dis que personnellement, j'aimerais qu'on les prescrive? Parce qu'on ne sait pas quantifier les effets qu'auront ces décoctions-là sur le devenir du fœtus. Okay. Et aujourd'hui, tout le monde se dit tradipraticien. On n'a aucune référence disant il a étudié ici, il a telle maîtrise de la composition de ces produits. Donc, pour ma part, vaut mieux utiliser des produits qui nous permettent, dont on peut référencer les molécules que d'utiliser des produits dont on ne sait rien. Merci Madame Ouattara Eouman. Je rappelle qu'elle est sage-femme au service de gynécologie au CHU de Treichville à Abidjan. Et avec la sage, comme l'appellent ses patientes, nous avons parlé de l'importance des consultations prénatales. J'ai à côté de moi notre deuxième consultant. Il s'agit du docteur Daniel Bois. Il est coach en santé, il est pharmacien et il est aussi auteur d'un livre qu'on appelle « Comment tomber enceinte, éviter les fausses couches et césariennes naturellement ». Rebonjour docteur. Bonjour. Avec vous, on s'est toujours dans la continuité, on a parlé de l'importance des consultations prénatales, on reste là-dedans, toujours les femmes enceintes et le fœtus. Nous parlons maintenant de l'importance de l'eau pour la femme enceinte. Docteur, je voudrais
on définisse d'abord l'importance de l'eau pour tout le monde et puis après parler de l'importance de l'eau pour la femme enceinte. Ok, en tout cas, merci. Et je dis merci à la sage pour son brillant développement. Effectivement, c'est tout ce qui est santé, on doit anticiper au maximum. Merci aussi à vous pour le temps que vous nous donnez de nous exprimer. L'eau est importante pour la santé et je voudrais dire que ce que nous savons, c'est que l'eau fait 70% du poids du corps. 70% de ce que nous sommes, c'est de l'eau en fait. Voilà. Donc comme tout à l'heure je le disais, en termes de comparaison, après une élection, celui qui est élu, il a plus de 51%. Et avec 51%, il est l'alpha et l'oméga de son peuple. Ce qu'il décide est validé et on avance. D'accord? Et lorsqu'il y a un sinistre, c'est à lui encore qu'on s'adresse pour avoir réparation. Et l'eau fait 70% de ce que nous sommes. Donc c'est peut-être on pourrait aller au-delà de ceux qui sont nos représentants. Donc tout ce qui engage la stabilité du corps, ou bien en termes de projection de grossesse, ou bien de bilan de santé, ou bien d'envie de santé, si l'eau n'est pas associée, c'est caduque, c'est zéro. Et ça, je m'évertue à le dire tout le temps. Quand j'ai le temps de le dire, je dis, si vous vivez sans eau, c'est comme si vous instaurez le désert dans votre corps. Et surtout dans le cas de ce qu'on est en train de développer sur la femme enceinte, c'est carrément l'une des causes sûrement de tout ce qui est comme maladie que nous allons traverser. L'eau, c'est important. Et déjà, avec 70% du poids de l'homme en général qui est l'eau, comprenez que même avant la grossesse, c'est d'abord l'eau. C'est l'eau qui va aider. Déjà, quand je parle aux femmes de cycle menstruel régularisé, l'eau fait partie des éléments qu'il faut. Puisque le cycle, les règles, les suivants du thème, c'est du sang. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous ne buvez pas assez d'eau, les menstrues vont en pâtir. Quels que soient les meilleurs spécialistes que vous allez consulter, si l'eau n'est pas dans le corps, l'eau ne peut pas fabriquer de l'eau. Le corps ne peut pas fabriquer de l'eau. Donc déjà, au niveau de la femme avant la grossesse, c'est l'eau qui va contribuer à la stabiliser. Ensuite, au niveau de l'homme, par exemple, puisqu'on parle de grossesse, donc c'est les deux qui s'associent, l'homme, la quantité de la sémence de l'homme, le sperme, c'est de l'eau. De l'eau. Donc s'il ne boit pas assez, je suis désolé, il va sécréter des sémences, je veux dire, assoiffées. Si c'est assoiffé, il va le faire quoi. Donc ça peut être aussi une des causes de stérilité. Donc avant la grossesse, l'eau va aider les deux à pouvoir avoir au moins le cycle de fonctionnement normal. Et pendant la grossesse, ça doit aider. Je voudrais savoir, docteur, comment on boit de l'eau au cours de la grossesse? Comment? Déjà, on est obligé de boire. Boire de l'eau obéit au principe que chaque jour que Dieu fait, nous libérons l'eau. Nous évacuons l'eau par les urines, la sueur, la transpiration. Et les quantifications sont faites pour dire que par rapport à notre poids, il y a des quantités d'eau que nous évacuons. Et donc, pour respecter l'équilibre du corps, il faut rembourser, entre guillemets, ce que le corps a cédé. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de boire de l'eau aujourd'hui et puis 10 jours après, on se rappeler qu'il faut boire. C'est un besoin qui est permanent. Nous devons tous les jours boire et ne pas attendre d'avoir soif avant de boire. Surtout pas. Surtout. Parce que si vous avez soif et vous buvez, c'est comme si la lettre a été donnée par le corps et c'est maintenant que vous réagissez. Mieux vaut anticiper au maximum. Et moi, je propose qu'on établisse un planning d'hydratation. Et c'est ce planning-là qui va aider le corps à savoir recevoir l'eau et en faire l'usage maximisé. Très bien. Docteur, normalement, l'homme doit boire de l'eau. Il y a un rythme. On vous a reçu ici sur ce plateau. Oui. Un rythme que vous conseillez pour pouvoir habituer notre corps, quand on n'est pas habitué à boire, habituer notre corps à boire de l'eau. Est-ce que la femme enceinte, ça je vous pose la question à vous deux, est-ce que la femme enceinte a une manière très spécifique de boire de l'eau? Est-ce qu'elle boit de l'eau plus que ceux qui ne sont pas dans cet état? Elle devrait faire plus attention, puisqu'elle n'est pas seule. Elle porte le fœtus qui vit dans le liquide amniotique qui est à 97% rempli d'eau. Donc le milieu de vie de l'enfant, du fœtus, dépend du niveau d'hydratation de maman. Si maman ne boit pas assez d'eau, ce liquide amniotique n'aura pas sa quantité suffisante pour tenir la grossesse. D'accord? Et lorsqu'on essaie de faire des évaluations, en environ 36 semaines, ce liquide amniotique, c'est 1 litre. Comment vous pouvez donner 1 litre à un fœtus que vous portez si vous-même vous êtes déshydraté? Donc il faudrait boire en permanence. Je veux dire, pour la femme, c'est encore plus rigoureux parce qu'elle n'est pas seule. Une maladie, elle est là, la salle est là. Une maladie qui survient au cours de la grossesse, c'est litigieux, c'est limite. Il faudrait qu'on fasse vite pour que les situations de préservation des deux soient anticipées. Voilà.
La sage, vous qui recevez des femmes enceintes en consultation pratiquement tout le temps, est-ce qu'il vous est arrivé dans l'exercice de vos fonctions de rencontrer des femmes qui n'aient pas bu suffisamment, et qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là de manière concrète? Bon, quand on rencontre des dames qui viennent et qui sont plutôt déshydratées, on le dit systématiquement, on demande aux dames de prendre au minimum dans la journée 3 litres d'eau. Le docteur, lui, l'a dit... Oui, c'est ça, c'est la même chose. Okay. 3 litres d'eau pour qu'elle puisse permettre au corps de se réhydrater correctement, pour que cette réhydratation-là puisse donner aussi des effets bénéfiques au niveau du fœtus. De l'eau glacée? Non, en général, on leur conseille de l'eau plate. De l'eau plate. L'eau glacée, ça va briser les dents. On leur conseille de l'eau plate. Okay. En fait, l'eau glacée donne une sensation de satiété rapide. Par contre, l'eau plate vous permet de boire la quantité qu'il faut. Alors, je reviens au docteur Daniel Bois, qui est coach en santé. Et docteur, je voudrais savoir, certainement, il y a des signes qui montrent qu'on manque d'eau. Comment repérer et éviter certains risques? Le premier signe que nous avons, c'est un peu, on pourrait dire, les motifs de consultation. Docteur, mon urine est rouge. Voilà, c'est-à-dire que la concentration de l'urine est un repère. Si vous arrivez à boire correctement la quantité d'eau qui est requise, comme elle a dit, 3 litres pour les femmes qu'on suit, l'urine doit être incolore et indolore. C'est-à-dire que c'est comme si c'est l'eau que vous buvez qui sort directement, si on est vraiment bien hydraté. Donc là, indolore aussi. Oui, c'est-à-dire que ça ne doit pas sentir. C'est vraiment, voilà. Il y a des personnes qui, quand elles urinent, on va rester à côté. Ça veut dire que c'est très concentré et cela n'est pas bon. Et ensuite, on peut avoir les cas de vertige. Le vertige, on peut avoir les sensations de vertige. C'est aussi que l'eau, c'est l'eau qui fait le sang. L'eau fait 84% du sang. Donc, si on est même anémié ou bien on a des problèmes de vertige, c'est de revenir à ce qui est simple d'abord avec l'eau. Et on a aussi des situations où nous avons beaucoup soif quand on mange. Parce que la digestion de la nourriture réclame beaucoup d'eau. Donc, il faudrait anticiper. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. D'avoir soif pendant qu'on mange. Quand on s'est pris une grosse gorgée une grosse boule d'attiqué, on ne doit pas avoir soif avant de... Si les dents sont après la gorge, d'accord, mais si les dents sont avant la gorge. Donc, le docteur, il a toutes les répliques. Oui, mais parce que quand je regarde un peu comment Dieu a pu nous donner 32 dents, c'est extraordinaire. 32 dents, il aurait pu nous donner 32 mollets, 32 canines, mais il a donné 20 sur 32 qui sont des mollets qui doivent un rôle de mastication, de broyer. Okay. Donc votre attiqué doit forcément passer par au moins les 20 avant d'évoluer. Donc on ne doit pas avoir soif pendant qu'on normalement, mange. Puisque voilà, c'est ça. Et il y a aussi la mastication. La mastication, 32 dents, il faut mastiquer, prendre le temps qu'il faut. Et donc les femmes disent souvent, mais docteur, mon ventre est gros parce que quand j'ai accouché, je n'ai pas attaché le ventre. Je dis oui, ça c'est ce que vous pensez. Mais c'est aussi le signal que vous mangiez mal avant la grossesse. Quand vous arrivez à mastiquer comme il se doit et à respecter le passage de l'eau au-delà de la nourriture, parce que, entre guillemets, au cours du repas, nous ne devrions pas boire de l'eau. C'est 30 minutes avant le repas et 2 heures après le repas, sauf si nous avons des médicaments prescrits par le médecin. Donc si vous arrivez à mastiquer et boire 30 minutes avant, 2 heures après, vous cassez le ventre entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez la taille qu'il faut. Et donc, pour revenir à la question sur l'eau au cours de la grossesse, donc après la grossesse, le ventre qui doit retrouver sa forme, c'est aussi l'eau qui va nous aider à avoir cette forme. Sérieusement? Sérieusement, tranquillement. Pourquoi on a beaucoup de gros ventres alors? Oui, mais allez-y dans un restaurant, vous allez voir comment les gens mangent, c'est une compétition. Nous mangeons à une vitesse, on peut dire, on est trop rapide. Voilà. Donc la question, c'est, je pose la question, qu'est-ce que nous faisons pour avoir une bonne santé? Et si on fait l'effort de penser à ça, nous aurons sûrement les conduits qu'il faut pour que la santé nous revienne. On parle toujours de comment repérer, éviter tout risque de déshydratation au niveau de la femme enceinte. Et là, il y a quelque chose de très important aussi qui est la constipation. Oui, bon, voilà. C'est un signe. C'est un signe parce que je m'évertue à rigoler avec mes clients en disant, mais est-ce que quand vous allez aux toilettes, là, ça sort en poudre? C'est mouillé. Les selles sont mouillées. Donc, une fois que le corps est en situation de déshydratation, il va restreindre au maximum ce qui sort pour préserver le minimum. Donc, la constipation, c'est l'un des signes. Les gens viennent, docteur, il y a un problème de colopathie, de gaz dans le ventre. Est-ce que tu bois de l'eau? Non, docteur, l'eau, là, quand tu bois, tu vas beaucoup pisser. Je suis d'accord, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On aime être trop à l'aise et puis bon, on n'a pas de forme. Non. Il y a un prix à payer. J'ai dit à mes clients que votre santé, c'est votre véritable bien.
il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner votre santé. C'est à vous de faire les efforts. Ou bien, comme on le dit, nous les chrétiens, on veut aller au paradis sans passer par la morgue. C'est pas possible. Donc, il y a un prix à payer juste pour dire qu'en fait, il faudrait tenir compte de l'eau. L'eau est assez importante pour la femme enceinte, pour tout le monde, pour les enfants, pour la femme enceinte surtout, dans le cas qu'on recherche. Et lorsqu'on fait un peu les statistiques, la tenue en eau du fœtus au 4e mois, c'est 85%. À la naissance, c'est pratiquement 70 à 75% pour le fœtus. Donc, vous voyez que plus la tenue en eau est élevée, moins on est malade. C'est l'observation. Okay. L'homme de 3e âge, par exemple, on parle de 50-60% de teneur en eau. Donc, il est plus malade que celui qui est né à 80% en eau. Et voilà. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Et je rappelle que nous recevions sur notre plateau 2 personnes de la santé. Il s'agit de Mme Ouattara Eouman, qui est sage-femme au service de gynécologie au CHU de Treichville. Avec elle, nous avons parlé de l'importance des consultations prénatales. Et tout de suite, nous venons à peine de finir avec le docteur Daniel Bois. Il est coach en santé, pharmacien et auteur de livres. Avec lui, nous avons parlé de la place de l'eau pour la femme enceinte et son fœtus. Là, docteur, et la sage, je vous donne la possibilité de lancer un dernier appel, Madame Eouman, le dernier appel à l'endroit des risques qu'on peut encourir lorsqu'on ne va pas aux consultations prénatales à temps. Les risques sont vraiment... je peux pas dire, on ne peut pas les quantifier. En général, lorsqu'une femme ne fait pas de consultation prénatale, elle s'expose, elle et son fœtus, à une morbidité vraiment absolue. Pour dire que quand on est enceinte, certes, on a sa santé qui est mise en jeu, mais on a aussi la vie de ce petit être qu'on porte, qui dépend de nous. Il ne peut pas se défendre, il ne peut pas décider de quelque chose. C'est à nous de le protéger en allant vers ceux qui sont capables de nous donner des soins préventifs, de nous donner des soins curatifs quand ça ne va pas, et de nous donner des conseils, comme le docteur l'a fait tout à l'heure, pour permettre que cette grossesse se passe au mieux. Donc, ne pas y aller, c'est se mettre en danger. Et là, tout seul. Merci, sage. Docteur, le dernier mot vous concernant la place de l'eau pour la femme enceinte et son fœtus. L'eau est importante à tous les stades de notre existence, avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Tout à l'heure, on a échangé sur les 2 premières étapes, mais après la grossesse, sachez qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dire mon bébé n'a pas assez de lait parce que je n'en ai pas assez dans le sein. Mais sachez aussi, chère dame, que la quantité de lait que vous produisez dépend aussi de la quantité d'eau que vous buvez. Donc, pour vous dire que l'eau agit à tous les niveaux, également pour même le masque de grossesse, c'est l'eau qui fait partie. On ne boit pas assez. Et ensuite, je veux dire cette affaire de poids, retour du poids à la normale. Évitons d'accuser les enfants, on doit les mettre au monde, mais ce n'est pas eux qui nous font grossir. Changez votre comportement vis-à-vis de l'eau, et également de la mastication dont on a parlé, et bien d'autres choses pour que votre corps soit en bonne santé avant, pendant et après la grossesse. Merci beaucoup. Nous avons appris, en tout cas moi j'ai appris, toute l'équipe ici a eu beaucoup de renseignements sur le sujet de la femme enceinte et de son enfant, de son fœtus. Nous disons merci au docteur Daniel Bois qui est coach en santé et nous disons également merci à la sage, Madame Ouattara Eouman. J'aime bien la sage. La sage-femme, c'est trop long. La sage, c'est bon. À Madame Eouman Ouattara, qui est sage-femme au service de gynécologie au CHU de Treichville à Abidjan. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée à vous servir cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même enthousiasme et la même joie. À la semaine prochaine. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous mettiez en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.